Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouvel échange dans le cadre de notre campagne Résistons pour nos libertés, ensemble contre la haine et l'exclusion. Alors, ce rituel de présentation, j'ai l'habitude de le faire. On a choisi à Picardie Laïque d'utiliser pour cette campagne ce modèle Zoom, ce modèle visioconférence, débat pour quand même produire du contenu, produire de la réflexion, donner la parole à des experts du milieu et aussi quelque part questionner aussi en filigrane de ce qui se passe pour le moment dans un fait assez particulier, cette crise sanitaire qui vient un peu effectivement bousculer toute une série de pratiques et notamment, et ça va être la question du jour, la question du travail, le rapport au travail et le rapport justement à la précarisation de toute une série de fonctions dans la société, surtout les gens qui sont en première ligne. On l'a vu, on le voit encore, malheureusement, dans cette deuxième vague, toute une série de personnes qui travaillent en première ligne. On pense évidemment dans le cadre des soins de santé, l'hôpital, mais aussi les travailleurs sociaux, les travailleurs de la grande distribution, mais aussi d'autres métiers. Et puis, évidemment, les gens qui sont plus contraints à travailler chez eux, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes non plus, avec le télétravail, avec toute une série de conditions quelquefois précaires, ou qui bousculent un peu les pratiques, ou qui font venir le travail à domicile. Alors on peut questionner où est un peu la limite entre le domicile et le travail. Et peut-être, à mon avis, ce qui est intéressant aussi de se poser comme question, c'est est-ce qu'on fait un distinguo entre le travail et l'emploi? Et on voit qu'effectivement, jouir de son travail, s'émanciper dans le cadre de son travail dans une perspective d'une doxa néolibérale imposée par des employeurs qui, évidemment, pour le moment, ont les pleins pouvoirs et sur lesquels on doit se reposer dans le cadre de ce marché du travail. Alors, ce marché du travail, on peut le questionner aussi. On aura l'occasion, avec nos trois invités du jour que je vais bientôt présenter, on peut s'offusquer de dire il y a le marché de l'eau et ça nous semble vraiment, ça nous indigne qu'il y ait un marché de l'eau, mais ça ne nous questionne pas ou on trouve ça légitime qu'il y ait un marché du travail. Et donc, on prête allégeance finalement au fait que nous sommes redevables, nous tous, de cet assujettissement, de cette normalisation de l'assujettissement à cette quête du salaire qui passe par l'emploi. Et donc, on peut questionner effectivement, mais ça, nos spécialistes du jour y reviendront, je suppose, dans leur intervention, cette question de cette double appartenance qu'a le mot travail, effectivement, producteur d'usage, producteur de biens et de services. Et là, n'importe qui peut, à un moment donné, tout le long de sa vie, donner du travail au sens noble du terme, et puis la production, évidemment, donc la valeur économique du travail qui est relié évidemment dans le système néolibéral, dans le système capitaliste, dans cette fonction rapportée au salaire et évidemment à la production économique. Quelque part, ça vient aussi questionner, et pas plus tard que ce matin, parce qu'au moment où nous enregistrons ce débat, cet échange, il y avait une manifestation des infirmières qui protestaient notamment sur le fait qu'à un moment donné, on va permettre, en tout cas les pouvoirs publics, le gouvernement, permet à des gens qui n'ont pas du tout la qualification de venir en renfort. Alors, il ne s'agit pas de questionner ou de critiquer le fait qu'on renforce évidemment des équipes déjà épuisées, qui ont été évidemment délabrées, on en reviendra dans la première question notamment, délabrées sur toutes les conditions, sur le manque de personnel, sur les structures qui se sont un peu... sous le nom toujours beau, mais ça je pense qu'Olivier ne démontrera pas, sur la question de la sémantique, on synergise, on réduit, mais quand on synergise, évidemment, on contracte, et quand on contracte, ça fait des pertes d'emplois, des pertes de services, un manque considérable de moyens structurels et humains pour répondre à quand arrive une situation comme la crise sanitaire que nous vivons. Ça crée effectivement tout un déséquilibre et on en appelle à du bénévolat massif. Et donc, nous aurons l'occasion de questionner ça. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On peut être bénévole, on peut être volontaire. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait noble. Donc, ça revient à la notion de travail,
de valeur d'usage, hein, d'être dans la société, de se sentir utile et correspondre finalement à une considération par rapport à ce que l'on fait, mais aussi la qualification de l'emploi, il y a aussi la qualification du travail en tant que tel. Et là, je pense qu'il y a une détérioration de cette norme. Et voilà, je pense qu'on aura déjà dans ces 3/4 d'heure d'échange avec nos invités l'occasion d'aborder ces questions. Bon, évidemment, on n'aura pas le temps de faire le tour parce que c'est très large comme sujet. Et donc, la question, évidemment, tous bénévoles, tous précaires demain, ça questionne aujourd'hui, évidemment, comme je le disais, ce momentum, cette temporalité particulière qui est mise en lumière avec le Covid, mais ces problèmes-là étaient bien antérieurs, évidemment, à cette période et à cette temporalité. Donc, on va pas non plus se focaliser uniquement sur la réalité de la crise sanitaire, mais de façon plus prospective et de façon plus large, questionner aujourd'hui, depuis des années, ce délitement et finalement, j'ai envie de dire, cette disqualification du rapport au travail et en tout cas cette dépossession que les travailleurs, eux, ont de leur rapport au travail, avec en filigrane aussi la question, mais ça j'y reviendrai en fin d'échange, sur la question évidemment de l'auto-entrepreneuriat, de l'ubérisation et autres. Alors, je remercie déjà nos 3 invités, 2 hommes et une femme. Donc, honneur évidemment à toi, Oriane. Oriane Lamine, tu es juriste spécialisée en droit social et philosophe. Et donc, tu es professeur à l'Université de Louvain, où tu enseignes le droit du travail belge, européen et international. Tu es membre de l'atelier de droit social du CRIDES, donc du Centre de recherche de droit entreprise-société à l'Université de Louvain, et chercheuse associée au CERCRID à Saint-Étienne. Tes travaux récents portent surtout sur la réglementation des relations du travail dans les entreprises transnationales, les évolutions des systèmes européens de négociation collective et les accords d'entreprise transnationaux. Voilà, tu diras si tout ça est juste ou s'il y a des choses un peu à corroborer autour de tes prérogatives et de recherche. Merci aussi à toi, Olivier, de nous rejoindre. Olivier Starkit, tu es licencié en philologie germanique, tu es maître en traduction et maître en relations internationales et en politique européenne. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages intéressants, L'individu privatisé, le service public pour la démocratie, édité à l'Espace de liberté, L'extinction des Lumières, vers une dilution de la démocratie au territoire de la mémoire, nos collègues de Liège, qu'on salue au passage, et Des mots qui puent aux éditions du Cerisier. Donc, tu as beaucoup travaillé sur la sémantique et on aura l'occasion d'y revenir. Tu es également collaborateur régulier de la revue Aide-Mémoire et auteur de nombreux articles contribuant à une critique incisive et éclairée de notre système démocratique et explorant les nouvelles formes et initiatives d'organisation citoyenne. Et enfin, merci à notre 3e invité du jour, Quentin Passetti. Tu es professeur adjoint en sciences politiques à l'Université de Mons et tu es spécialisé, je pense, dans tes travaux de recherche sur le revenu de base et tout ce qui touche peut-être à l'allocation universelle et les nouveaux modes de rapport au travail et de rémunération équitable et égalitaire. Voilà, je pense que j'ai brossé vos présentations. N'hésitez pas à rajouter des choses durant cet échange. On va directement démarrer peut-être… alors, comme je l'ai dit au préalable, l'idée n'est pas rester sur le Covid et sur la crise sanitaire. On ne peut pas faire évidemment l'impasse de ne pas en parler. Et donc, on voit effectivement que la sécurité sociale a vécu non seulement des coupes budgétaires, mais aussi des restrictions en termes de moyens dans des champs et dans des secteurs clés. On le disait, les soins de santé, l'hôpital, mais d'autres niveaux aussi. Donc, ça montre finalement que dans cette crise sanitaire, les partisans des thèses de la doxa néolibérale, de tout au marché et finalement de cette réduction des moyens alloués à la sécurité sociale en reviennent un peu et se disent il faudra peut-être réinvestir au lieu de dégraisser. Alors, comment vous voyez l'une et l'autre finalement cette dégradation au fil du temps des conditions de travail et finalement cet épuisement qu'ont les travailleurs aujourd'hui dans le cadre de cette crise? Oriane, je te cède la parole. Bien, merci Stéphane. D'abord, je voulais te remercier de m'avoir invité à participer à cette discussion. Je suis vraiment très enthousiaste d'entendre aussi ce que vont dire mes collègues.
Donc, effectivement, je partage à 100% le diagnostic que tu viens de poser. La crise ici, elle nous fait prendre conscience, je crois que c'est une prise de conscience citoyenne, de l'importance des mécanismes de protection sociale. On n'a jamais vu autant l'importance du chômage temporaire, l'importance de nos systèmes de santé, l'importance de la protection de la santé au travail, tous ces dispositifs acquis de haute lutte durant le XXe siècle. Je pense que là, on a bien vu que tant pour cette crise que peut-être pour les crises à venir que nous apportera malheureusement le réchauffement climatique, ces protections jouent un rôle de pilier. Et pourtant c'est toute la tension, c'est tout le paradoxe depuis 15-20 ans, et certains diront même depuis les années 80, tant dans les pratiques économiques des entreprises que dans les législations. Évidemment, moi je parle plutôt de ce point de vue-là, des législations sociales. Eh bien, on a plutôt assisté à une fragmentation de ces systèmes de solidarité. Et à cet égard, je voulais revenir sur les interventions législatives qui avaient eu lieu sous le gouvernement Michel, parce que je trouve, donc 5 années avant la crise, parce que je trouve qu'elles sont hyper symptomatiques de la réalisation dans le droit du discours dominant, de ce discours néolibéral dont tu parles. En fait, en droit du travail, on a assisté les 5 années, à partir de 2005, on a assisté à l'adoption de tas de ce qu'on pourrait appeler de sous-statuts d'emploi. Les flexi-jobs, les étudiants entrepreneurs, l'économie collaborative, le travail associatif. Alors, on pourra en rediscuter plus en détail si ça vous intéresse. J'imagine que vous les connaissez aussi, mais donc, il y a vraiment une cohérence, une très grande cohérence dans l'adoption de tous ces dispositifs. Pourquoi? Tous étaient motivés par une volonté de diminuer les coûts du travail. Donc, les protections sociales dont je viens de parler, elles étaient présentées comme des coûts, comme des charges. Il fallait rendre la main-d'œuvre disponible à la demande pour l'entreprise, donc il y a une volonté de flexibilisation, et aussi des justifications beaucoup plus ambiguës qui sont au cœur de notre débat aujourd'hui. La réponse à une demande d'autonomie des travailleurs eux-mêmes, avec une ambiguïté de ce discours néolibéral, de vouloir quand même prendre en compte cette volonté, ce besoin de flexibilité et d'autonomie des travailleurs, et une distinction tout à fait rhétorique entre ce qui ressort du travail et ce qui ne ressort pas du travail. Et tous ces sous-statuts créent des espèces de zones qui sont pas tout à fait du travail parce que c'est pendant le temps libre, parce que c'est pour gagner un peu de rémunération supplémentaire. Et donc, il y a toute une ambiguïté autour de est-ce qu'on se trouve ou pas dans le travail. Et le fait de ne pas se trouver dans le travail justifierait de ne pas devoir participer au système de solidarité, de ne pas devoir avoir les mêmes protections que lorsqu'on est un véritable travailleur. Et donc, ce discours qui n'est pas bien balisé, en fait, justifie l'adoption de ces législations. Et ces législations, elles ont, à mon sens, donc elles sont extrêmement uniformes dans leurs effets. Elles ont contribué, d'une part, à un phénomène de glissement des emplois classiques protégés vers des emplois plus précaires, en créant une espèce d'appel d'air, puisqu'on peut faire des choses moins chères, moins protégées, dans une zone un peu grise. Au fond, pourquoi ne pas s'y engouffrer? Donc, des phénomènes de glissement. Le phénomène, je commençais par là, d'un déforcement des systèmes de solidarité, puisque la plupart de ces sous-statuts, ils sont défiscalisés, ils sont désocialisés, ou en tout cas partiellement. Donc, ça veut dire qu'on considère que ces activités-là, elles ne sont pas contributrices de la sécurité sociale et on doit pas ou peu payer d'impôts. Et elles recréent du coup une forme alors le mot est peut-être un peu fort, une forme de darwinisme, puisque certaines personnes sont forcées d'aller travailler puisqu'elles n'ont pas ce filet de sécurité de la sécurité sociale. Je pense par exemple aux coursiers et au statut bien particulier de l'économie collaborative qui finalement ne rattachent ces coursiers à aucun système de sécurité sociale, pas les salariés, pas les indépendants, rien du tout. Et donc, dans les situations de crise, ils avaient besoin de rémunération, ils ont été au travail. Alors, la dernière chose sur laquelle je veux insister, parce que c'est peut-être un aspect sur lequel on insiste moins souvent, ces législations dont je viens de parler, donc on l'a bien dit, fragmentation des systèmes de solidarité, précarisation du travail, mais aussi fragmentation des collectifs de travail. Et ça, c'est tout à fait fondamental parce que dans le discours néolibéral et la manière dont il est mis en œuvre à travers cette législation-là, on individualise, on isole les travailleurs les uns des autres,
on les met en concurrence les uns des autres, en concurrence au sein du même statut ou les statuts les uns contre les autres, c'est ce que je viens de dire avec les glissements. Et du coup, on empêche les travailleurs de construire un discours collectif, de construire des stratégies de réaction, des stratégies de coalition qui pourraient éventuellement faire pencher la balance dans leur sens. Et donc, je pense que ça, c'est un aspect très important qui est parfois un petit peu négligé des effets à la fois des pratiques néolibérales et de la législation qui en découle. C'est cette atomisation, cet isolement des travailleurs, évidemment, qui n'a pas été amélioré avec la situation de la distanciation sociale et du télétravail en temps de crise qui sépare encore un petit peu plus les individus des uns des autres. Alors, merci déjà pour cette première intervention. Je pense que ça résonne évidemment chez toi, Olivier, cette espèce de fractalisation entre les travailleurs eux-mêmes qui se battent dans une forme, peut-être le mot est fort, mais dans une forme de sauvagerie où tout le monde essaye de courir à l'emploi et peut-être oublier finalement que c'est ensemble qu'on peut trouver des meilleurs moyens, des meilleures conditions de travail en se coalisant. Et c'est un peu aussi le discours syndical de se dire coalisons-nous, mettons-nous ensemble, mutualisons un peu nos rapports et nos difficultés sur le champ concret. Qu'est-ce que ça résonne chez toi par rapport à cette première intervention sur justement en filigrane de cette crise sanitaire? Ça a mis en lumière finalement ce qu'on connaissait déjà et ce qu'on observait déjà. Oui, justement, et en plus d'un titre. D'abord, je dois d'abord aussi situer mon discours et ça permet de rebondir allègrement sur ce que Oriane a dit. Je travaille dans un syndicat, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais pouvoir rebondir allègrement. Ça, c'est le premier élément. Et en fait, le virus, d'abord, et je reviendrai aussi sur les mots sont importants, là, est-ce que c'est une crise sanitaire ou est-ce qu'on vit une crise du capitalisme après 3 voire 4 décennies donc de néolibéralisme pur et dur et donc d'austérité et de démantèlement de tout ce qui était constitutif de la protection sociale, eh bien, on arrive à une situation où, certes, il y a un virus, hein, je ne fais pas partie de ces complotistes qui disent l'inverse, mais ce qui se passe, c'est que nous n'avons plus les dispositifs hospitaliers, on n'a plus le nombre de lits pour pouvoir faire face à ce virus. Et c'est plus une crise capitaliste, une crise néolibérale qu'une crise sanitaire. Ça, c'est le premier élément. Donc, comme quoi, mais c'est important de parler d'une crise sanitaire parce qu'à partir du moment où on évoque la situation sous cet angle-là, eh bien, on va induire une perception qui sera tout autre, évidemment. Et ça permet d'occulter ce qu'on ne veut pas montrer, ce qu'on ne veut pas voir. Premier élément. Deuxième élément, voilà, le virus est là, il a déferlé et en effet, on a pu constater que grâce à la sécurité sociale, on a plus ou moins faire face. Je dis bien plus ou moins parce que là où je travaille, nous, on a des témoignages de travailleurs qui disent « nous avons les symptômes, nous sommes peut-être contaminés, mais nous allons travailler ». Pourquoi? Parce que avoir un chômage corona force majeure qui est à 70%, fort bien, mais 70% de 3 fois rien, ça reste pas grand-chose. Et donc, à un moment, et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils vont travailler, bien évidemment, mais ils vont travailler parce qu'il faut payer les factures. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et autre chose qui est assez intéressant, en effet, la sécurité sociale, elle est là, mais si le virus n'était pas intervenu, on aurait continué vers cette tendance qui vise bien à saquer dedans, à la diminuer. Or, que constate-t-on? Après de nombreux mois, je ne vais pas revenir sur la constitution du gouvernement, mais on a une coalition gouvernementale et dans la note de gouvernement, la dotation d'équilibre est rendue pérenne. C'est déjà, c'est maigre, c'est une avancée, mais c'est une avancée malgré tout. Alors, comment expliquer le fait que la situation ne soit pas plus favorable, parce qu'au mois de mars, mai, on glosait sur le monde d'après, qu'il faudrait une bifurcation, etc. Moi, mon hypothèse de travail, c'est que, notamment, et Oriane a déjà cité le terme charge, etc., mais il y a tout un dispositif, tout un cosmétisme sémantique qui fait que, eh bien, en fait, le logiciel néolibéral s'est installé dans les têtes de tous et de toutes, et en premier lieu de nos représentants politiques, et donc, confronté à une situation qui n'entre pas dans le cadre, eh bien, les outils conceptuels ne sont plus pas encore à disposition pour pouvoir modifier la donne. Alors, d'autres choses à dire à ce sujet-là. Et en fait, le virus, ce qui est intéressant avec le virus, c'est qu'il est d'une part un révélateur
mais aussi un exaspérateur de ce qui se passait. Parce que, comme l'a dit Oriane, la destruction du cadre du droit du travail, ça n'est pas tombé du ciel. Si on regarde au niveau européen, il y a Hartz IV en Allemagne, il y avait la loi El Khomri. Donc, on est confronté à des décennies de démantèlement progressif où, en effet, on arrive à la mise en concurrence de travailleurs les uns avec les autres par le biais de sous-statut, précarisation. Et c'est là où on arrive aussi à une injonction un peu paradoxale qui est de dire, parce que si on écoute bien le message qui est donné, c'est il faut surtout, il y a un tabou politique, il faut surtout occulter le fait que les contaminations pourraient se faire sur le lieu de travail. On ne peut pas dire ça, parce qu'autrement, on porte atteinte à la sacro-sainte FEB, on ne peut pas le dire. Et donc, on dit, vous êtes contaminé, ça se passe dans les milieux familiaux. Oui, mais à un moment, ça doit bien venir quelque part. Donc, on ne peut pas dire que si on va travailler, Timmermans a dit, le lieu le plus sûr sur Terre, c'est le lieu de travail. Bon, on peut gloser, hein, on peut rire. Mais bon, il l'a dit, mais donc c'est un tabou politique. Et donc, le discours politique latent qu'on nous serine constamment, c'est de dire il faut utiliser les gestes barrières, il faut se responsabiliser, etc. Et il faut s'entraider mutuellement. Sauf que depuis 3 décennies, le discours qu'on tient tout le temps, c'est de dire vous êtes auto-entrepreneur et il est hors de question d'envisager de s'entraider mutuellement. C'est là que ça coince un tout petit peu. Donc, c'est une première approche. Je pense qu'il y aura d'autres choses à dire dans le débat, mais je laisse volontiers la parole à Quentin. Oui, merci Olivier. Et donc, comme tu le mettais en exergue, donc à la fois cette crise sanitaire, mais j'entends bien évidemment ta critique derrière le fait d'utiliser ce mot qui est finalement à la fois un catalyseur, mais aussi un aspirateur de ce qui s'est passé comme délabrement antérieur. Et donc, par rapport à ce délabrement, en tout cas ces conditions de travail qui n'ont pas attendu le Covid pour montrer évidemment toutes leurs limites, qu'est-ce que tu peux en analyser, Quentin, par rapport à toi, ton regard de chercheur? Donc, je vais repartir, Stéphane. J'ai écouté mes collègues ici qui ont pris la parole, donc je vais repartir sur ce qu'ils disent. Et puis, si ça ne répond pas à ce que toi tu me demandes de mettre derrière, n'hésite pas à revenir. Je me permets de revenir sur ce que Oriane a dit tout à l'heure et qui est quelque chose qui est vraiment fondamental pour comprendre aujourd'hui les structures les structures sociales dans lesquelles nous nous trouvons. C'est qu'effectivement, on a eu, lors du gouvernement précédent, tout un démantèlement, comme ça a été dit, modification légale qui vise un démantèlement des systèmes de sécurité et de solidarité et d'assurance, notamment qui étaient des biens communs stricts, qui avaient été totalement démarchandisés à travers tout un démantèlement légal ou toute une construction légale vers des emplois en tout cas plus précaires, plus flexibles, etc. Je dirais que là-dessus, il y a également, pour revenir sur ce qu'Olivier disait, et c'est vrai, il y a eu toute une préparation à cela, toute une préparation dans les années 80-90 avec une forte politique austéritaire volontaire dans les discours, dans un premier temps, surtout mise en place dans les pays plutôt anglo-saxons, on va dire l'Angleterre, et les États-Unis, bien sûr, qui ont été pionniers de cela. Je pense qu'il faut dire les choses. Et même en Angleterre, les sociodémocrates, c'est eux qui ont acté ça. Hartz IV, c'est sous Schröder aussi, je pense, en Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc tout ça, c'est la social-démocratie aussi qui a activer cela. Et avant même l'ensemble de ces mécanismes qui aujourd'hui portent leurs fruits en réalité, puisque nous ici, nous sommes en train de dire que ça pose des soucis, mais on pourrait aussi très bien se positionner dans l'autre sens et dire que finalement, cette volonté néolibérale de s'imposer comme, je dirais, libéralisation et mise en avant des règles du marché, en fait, ça porte ses fruits. Ça fait 40 ans que ça porte ses fruits maintenant et que légalement, c'est introduit. Il y a eu, n'oublions pas une chose, un retournement d'un paradigme sur cette théorie du ruissellement dont on parle beaucoup et en même temps très peu. Je vais l'illustrer et je pense qu'on ne va pas faire un débat des chiffres ici, mais il y a des sources là-dessus. Ce n'est pas de moi que ça vient et il y a des sources. C'est que lorsque l'on a créé des modèles de sécurité sociale, même si les modèles étaient différents anglo-saxons, on a un modèle un peu hybride, un peu marché, fortement centralisé, et puis on a très centralisé au niveau des pays scandinaves, etc., avec des profils différents. Il y a de la littérature là-dessus. On avait plus ou moins resocialisé, si vous voulez, chaque année 70% des richesses produites. Donc ça, c'était important. Au début des années 50, une fois que tout était bien mis en place, jusqu'au milieu des années 70. Et donc, on avait socialisé 70% des richesses produites pour faire fonctionner des modèles, alors pas rien que de protection sociale,
pas rien que des modèles qui coûtent un pognon de dingue, comme diraient certains dirigeants aussi, pour ne pas citer M. Macron. C'était vraiment, en réalité, ce qu'il était advenu par un compromis politique, de faire fonctionner un système de protection sociale et un système de bien commun, pas que la protection sociale. L'enseignement, par exemple, était devenu un bien aujourd'hui quasi collectif, très fortement collectivisé, d'accord, là-dessus. Et donc, on avait 70% de ces richesses produites partout, hein, par tous les secteurs, qui étaient redistribuées, 30% qui repartaient en bénéfices, en investissement, comme ils voulaient, auprès des actionnaires. Eh bien, aujourd'hui, tout simplement, les plus optimistes des sociodémocrates, mes amis ou autres, je dirais plus radicaux à gauche ou même à droite, le reconnaissent, on est plutôt dans un rapport 40-60 et inversé. Il n'y a plus que 40% des richesses produites qui sont effectivement resocialisées pour faire fonctionner un modèle social. Alors là-dedans, il y a une bataille de chiffres dans laquelle on ne va pas se lancer, dire qu'il y a beaucoup plus de richesses aujourd'hui que ce qu'il y avait dans les années 50, et donc c'est suffisant avec 40%. Je dirais que la logique est la suivante, c'est que directement, ce que Polanyi amenait dans ses réflexions au niveau des marchés qui s'infiltrent et réinfiltrent à chaque fois quelque chose est démarchandisé, eh bien ici, on a eu ce phénomène-là grâce au fait que l'on a accepté à travers des politiques fiscales, sociales, d'accord, et de tout type de politique économique, une possibilité d'inverser le ruissellement ou de couper les robinets d'un ruissellement. Et là-dessus, lorsque je discute avec des économistes, je leur dis, nous sommes quand même bien, dites vous-même, en société de croissance où chaque année, même si la croissance diminue, il y a toujours croissance. Ça veut dire qu'on crée toujours 1 euro de plus, si vous voulez, symboliquement, que l'année d'avant. Alors peut-être que les besoins augmentent de plus qu'1 euro. Ça n'a pas encore été prouvé non plus, que les besoins étaient supérieurs à 7 euros créés en plus, si vous voulez. Et donc là, j'ai du mal aujourd'hui à admettre qu'il n'y ait plus de possibilité de mettre dans le débat, et ça conditionnera, je me permets de dire ça, parce que mes collègues sont déjà beaucoup intervenus, ça conditionnera ce qui va suivre ensuite. Mais sur les conditions de travail, je pense qu'il est très difficile à admettre qu'on soit à droite, à gauche ou selon son postulat de politique économique, bien entendu, d'admettre qu'on ne puisse pas discuter pour savoir ce qu'on fait de cette part d'euros supplémentaire. Est-il normal qu'il ne soit plus socialisé qu'à hauteur de, et moi je dirais 35 ou 33%, plutôt 40%. Mais moi je suis plutôt pessimiste, donc on va le dire comme ça, je peux dire 40%. Donc ça, je trouve que ça joue. Et je vais juste dire un petit truc sur ce que disait Olivier tout à l'heure. Quand il dit que le Covid est une crise capitaliste, je vais dire oui de deux manières. Dire que oui, de la manière indirecte, mais qui nous frappe maintenant directement le plus sur cette réalité au sein des services sanitaires qui, et quelque part, fonctionnent encore plus ou moins bien. D'accord? Mettons-nous à la place des Brésiliens, dont on a vu la catastrophe sanitaire, parce qu'ils n'avaient pas les systèmes comme les nôtres. Et puis tous les pays qui n'ont même pas testé, qui ont laissé à un moment donné ce virus se propager, et dont on n'aura jamais les rabats, et on n'a même pas une idée du système là-bas. Mais donc chez nous, il a encore tenu. Disons que les bases étaient solides, même s'il s'effrite, évidemment. Mais ensuite, je dirais que le Covid est une crise capitaliste, et ça va être intéressant à défendre, et je pense qu'il faut amener une réflexion, mais critique là autour, de se dire c'est aussi un ensemble de réalités, de zoonoses, de maladies qu'on nous annonce qui vont arriver et qui sont en train d'arriver, et qui sont en réalité, très clairement, c'est prouvé scientifiquement, des conséquences d'un souci environnementaliste en général et du réchauffement climatique, mais aussi de modèles industriels qui nuit énormément lorsqu'il produit. Il y a le productivisme en soi qui est une chose que l'on peut évidemment critiquer ou remettre en perspective critique, c'est toujours différent, mais il y a surtout un productivisme qui fait fi de nombreuses règles sanitaires pour des raisons économiques là-bas derrière, et donc on a une crise qui effectivement semble être une crise qui peut être mise dans un premier temps, je pense qu'on peut faire ce constat, je dirais pas sur le dos, mais qui vient du capitalisme étant une cause. Parce que j'entends beaucoup aujourd'hui, le capitalisme serait ou ne serait qu'un symptôme. Moi, je veux bien qu'on discute cause-symptôme et qu'on essaye de voir et de juger, mais par contre, dire cause à 100%, il y a peut-être d'autres choses, je veux bien l'admettre, mais symptôme à 100%, là, je pense qu'on arrive face à une sorte de nihilisme des réalités politiques qui dans le discours, ne traduit rien de bon, même en termes de démocratie politique.
Alors, merci Quentin. Et donc, tu évoquais un petit peu avant ta conclusion la question de la théorie du ruissellement, qui, moi, je l'associerais évidemment avec la transformation de l'État-providence vers l'État social actif, hein, qui a montré aussi que finalement, les gens qui étaient dépossédés de leur travail, qui devaient se mettre en recherche d'emploi et compagnie, on a commencé à les activer, on a commencé à les pousser dans leur dernier retranchement. C'est vrai aussi par rapport aux allocateurs sociaux. Donc, tout le monde est sous pression, et sous cette pression et sous ce délabrement et cette délégitimation de l'individu par rapport soit à son travail ou celui qu'il est en train de rechercher ou de reconquérir, on voit qu'il y a des violences psychiques, des violences institutionnelles et des violences sociales. Par rapport à ça, comment aujourd'hui, imaginez-vous tous les trois, pouvoir se réinventer, se réenchanter, s'émanciper, créer l'émergence de sa propre réalité à travers cette dimension, alors qu'il y a évidemment tous ces paramètres qui viennent s'entrechoquer sur l'individu. Olivier, c'est à toi. Ah oui, oui, d'accord. J'étais encore dans l'impact de ce que Quentin disait, parce qu'en effet, je pense que, mais ça répond à ta question aussi, hein, je te rassure. En fait, je pense qu'il faut sortir du déni. Il faut sortir du déni collectif et individuel. Et ça sous-entend d'intervenir à plusieurs niveaux. Je pense, je l'ai déjà souligné tantôt, je pense qu'il y a en effet il y a une forme de déni dans le monde politique parce qu'il n'y a plus de boussole, ou il y en a une seule. Et c'est celle-là qui est là. Donc ça, c'est la première chose, premier élément. L'autre élément, ce sur quoi, quelles sont les clés, quels sont les leviers qu'on a. Moi, je pense que d'abord, sortir du déni, cesser d'avoir peur de son ombre, c'est-à-dire il y a des choses qui doivent être formulées, qui doivent être dites, et une fois qu'on a dit les choses, on éclaire un peu mieux le vampire. Donc ce que je veux dire par là, c'est là aussi, ici c'est très bien, on peut dire que, on peut parler du capitalisme comme cause, mais je ne l'entends pas dans l'opinion publique, je ne l'entends nulle part, ça ne se dit pas, ça ne peut pas se dire. Donc une des choses qu'il faut faire, c'est il faut le dire. C'est un autre élément. Et un autre élément, c'est par rapport aux travailleurs, tu parlais dans ton introduction, valeur d'usage, par rapport aux travailleurs, moi je pense qu'il faut rappeler une bonne fois pour toutes, les travailleurs sont les producteurs de la richesse. Ce n'est pas l'entrepreneur, ce n'est pas le détenteur de l'entreprise qui est le producteur de la richesse. Ce sont les travailleurs. Et donc, même si on en est loin, mais là je m'articule volontiers sur notamment Isabelle Ferreras de l'UCL, mais aussi sur Grégoire Chamaillou, qui a écrit l'année passée La société ingouvernable, et il repartait des années 70, Grégoire Chamaillou, donc ça permet de faire le lien avec les années 70 dont parlait Quentin, hein, où le ciel était la limite, entre guillemets, au niveau de l'organisation des travailleurs, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une production de manuels d'économie, ce qu'on appelle la littérature grise, pour s'attaquer à cela, pour contrecarrer tout cela, et on voit ce que ça a donné. Donc là, je fais le lien avec ce qu'Oriane disait au tout début. Donc, atomisation. Si la volonté claire et nette du néolibéralisme, c'est aussi de détruire les syndicats, donc l'organisation collective des travailleurs, et la conclusion de Chamaillou, mais aussi d'Isabelle Ferreras, je fais un raccourci assez rapide, c'est qu'il faut à tout prix remettre de la démocratie au sein des entreprises. Donc, démocratie économique, la démocratie ne se limite pas à aller voter tous les 5 ans ou tous les 4 ans, ça dépend du scrutin, mais ça se passe aussi au niveau de l'entreprise. Je sais bien, on pourrait me rétorquer qu'il y a les élections sociales, elles vont enfin avoir lieu, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut vraiment reprendre les rênes de l'économie, et donc ça veut dire aussi reprendre les rênes du débat de ce qu'on fait de la production des richesses, c'est-à-dire on doit remettre en chantier l'idée de redécider, recréer du commun ensemble. Ça, c'est un élément. Donc, mais ça veut dire, et ça permet aussi de donner du sens au travail qu'on exécute, c'est-à-dire on ne va pas au taquet, on ne va pas au taf pour payer les factures du fin de mois, mais on donne encore plus de sens à son travail qu'on fait que ce n'est le cas à l'heure actuelle. C'est un élément. Et malgré tout, et c'est ça qui peut paraître paradoxal, c'est que lorsqu'on débat avec des travailleurs, malgré le fait que ça soit atomisé, malgré le fait qu'on essaye de couper ce sens, il est toujours là, ce qui induit d'ailleurs des situations paradoxales. Je prends l'exemple d'une aide ménagère qui, à l'heure actuelle,
elle ne fait pas partie des secteurs protégés, donc elle doit aller au travail, indépendamment de la situation. Et elle le fait, pourquoi? Vous allez me dire, pour payer ses factures. Mais pas que, parce que derrière le travail qu'elle accomplit, il y a un service plein de sens qu'elle rend à des personnes qui en ont besoin. Ce qu'on appelle le client, moi j'appelle ça l'usager. Mais bon, soit. Comme quoi les mots sont importants, j'insiste. Et donc, il y a tout ça. La même chose pour les travailleurs des services publics. Je suis persuadé, certains vont peut-être travailler pour payer leurs factures. La plupart sont empreints des valeurs du service public. Je rends service à la société, je crée, je rencontre des besoins. Donc, il y a tout un travail dans le discours qui doit être accompli sur redonner de la valeur au travail. Ça passe notamment par une plus grande démocratie au sein des entreprises. Voilà. Reconnaître aussi la qualification du travailleur et aussi sa légitimité de pouvoir agir dans de bonnes conditions. Et donc, je reviens vers toi, Oriane, par rapport à cette violence psychique, sociale, institutionnelle que vivent les travailleurs. Et Olivier le mettait en perspective avec justement ces mouvements, soit de grève, qui sont la condition ultime de la désobéissance, pour dire à un moment donné, stop, les conditions de travail ne nous conviennent plus, ou par exemple, les moyens alloués au salaire ne sont plus en correspondance par rapport à la production que nous faisons. Donc tout ça crée évidemment un malaise depuis longtemps dans le monde du travail. Comment toi tu analyses ça et qu'est-ce que tu pourrais proposer justement par rapport à ce regard? J'espère que j'aimerais bien avoir la solution, mais je ne l'ai pas. Non, c'est évidemment un ensemble de solutions qu'il faut, comme toujours. Mais donc effectivement, je peux que constater avec toi la dégénérescence des conditions de travail sous les pressions managériales, les impératifs de productivité, la montée des burn-out. Et évidemment, dans un contexte où, comme le disait très bien Olivier, il y a une volonté des travailleurs de trouver un sens et de réclamer une forme d'autonomie dans leur travail. Donc, il y a une tension entre des aspirations démocratiques des travailleurs et puis des contraintes finalement de plus en plus grandes qui pèsent sur eux et qui à mon sens, dans un contexte de post-crise, ne vont pas se réduire puisque les conditions, le taux d'emploi, etc., risquent de jouer un rôle délétère dans ces pressions. Je pense que pour rebondir, ce qui a été dit à la fois par Olivier et par Quentin avant, et ça me semble tout à fait fondamental, bon, il y a une question d'imagination collective, et ça c'était Olivier qui en parlait, il parlait de logiciel néolibéral. Je trouve que c'est vraiment très très important de mettre ça en évidence. Effectivement, nos dirigeants sont un petit peu coincés et il y a une nécessité impérative de revaloriser la créativité institutionnelle et l'endroit où il faut trouver cette créativité institutionnelle, c'est dans les pratiques des citoyens. En fait, c'est les citoyens qui sont détenteurs, les citoyens et les travailleurs en particulier, mais tous les citoyens d'un savoir et d'un savoir-faire de terrain, de leur expérience et des problèmes qu'ils rencontrent. Et il faut d'une manière ou d'une autre valoriser dans la gouvernance ce savoir-faire. Et ça va être un enjeu, je pense, vraiment crucial de nos démocraties. Maintenant, et alors par rapport à ce que disait Quentin sur comment est-ce que je pourrais dire, sur le modèle industriel qui produit des nuisances et qui a son rôle à jouer finalement dans ses conséquences, cette crise qu'on vit aujourd'hui, mais bon, plus largement sur le dérèglement climatique. Je pense qu'effectivement, réfléchir, et ça se fait déjà, hein, mais ça fait partie de tous ces moyens d'action à mettre en œuvre, réfléchir aux indicateurs et aux repères qui nous guident pour évaluer la situation, pour évaluer la création de valeur, pour évaluer les nuisances, parce qu'aujourd'hui, les indicateurs que l'on utilise, ils valorisent pas, ils ne permettent pas nécessairement de se rendre compte justement aussi des dommages que peuvent créer le productivisme. Donc ça, c'est très important. Maintenant, si vous me demandez à moi en tant que juriste en droit du travail, qu'est-ce qu'il faut faire à court terme, remettre sur le devant de la scène le bien-être au travail. La législation bien-être qui existe, qui est une législation qui est imparfaite évidemment, mais qui a quand même des grands atouts, notamment en matière de concertation sociale. C'est une législation qui demande à l'employeur de faire preuve de dynamisme, de revoir régulièrement l'analyse des risques, etc. Tout ça est très négligé par beaucoup d'entreprises et on le voit aujourd'hui avec la crise. Il faut se réapproprier cette législation bien-être. Ça, c'est du court terme. Sur le long terme, je suis 100% alignée avec Olivier.
on a vu beaucoup émerger ces 10-15 dernières années des discours managériaux agiles, d'horizontalisation des relations de travail, etc. Et ces discours-là, quelque part, ils veulent déjà répondre à ces insatisfactions des travailleurs, à ces détresses psychologiques. Mais il me semble effectivement que ces discours font complètement fi de plein de choses, mais notamment de deux réalités qui bloquent finalement ces perspectives d'émancipation des travailleurs. D'une part, la manière dont l'entreprise est gouvernée, et là je reviens sur ce qu'Olivier a dit, les travaux d'Isabelle Ferreras, tant que l'entreprise est gouvernée au bénéfice des actionnaires, c'est difficile de permettre un espace d'émancipation et de participation des travailleurs. Et deuxièmement, et là je me jette peut-être une petite balle dans le pied en tant que juriste en droit du travail, mais c'est tant qu'on a un salariat qui est tout à fait fondé sur l'idée de subordination, c'est difficile d'envisager une liberté, une émancipation du travailleur sur le travail dans un contexte de subordination. Mais attention, je ne suis pas en train de plaider pour un abandon pur et simple de la subordination. Évidemment, tant qu'il y a du pouvoir dans l'organisation et que les travailleurs y sont soumis, il faut garder les structures telles qu'elles existent. Mais penser une réelle émancipation en dehors de la subordination, en pensant les protections du travail, non pas comme la contrepartie d'un abandon de sa liberté, mais au contraire les protections du travail comme des conditions de la liberté. Voilà. Et donc, merci Oriane. Quentin, donc sur la question de ce bien-être au travail, hein, idéalisé, qu'on cherche tous à pouvoir promouvoir au sein de l'entreprise, avec peut-être un changement de paradigme au niveau de l'aspect managérial, ça vient quelque part contrecarrer ce qu'on observe au quotidien, c'est-à-dire des gens épuisés, des gens fatigués, des gens quelquefois méprisés, qui doivent, comme le disait Olivier, aller au travail malgré des conditions extrêmement pénibles. Hein. On pourrait évoquer la pénibilité dans toute une série de secteurs. Comment toi, tu peux analyser les choses pour justement essayer de reconquérir cette émancipation qui est légitime des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions? C'est difficile de se positionner. Il y a au moins deux parties de réponse à cette question pour essayer d'être un peu clair. La première, c'est sur ces conditions de travail, ce bien-être, ces réalités psychosociales qui en réalité sont le nouveau terme aussi pour dire les conditions de travail. Hein. Quelqu'un qui est psychosocialement en difficulté, c'est quelqu'un qui prend plein la tête malheureusement au travail pour plein de raisons, hein, dont peut-être l'humain est une des causes. Hein, ça arrive, hein, on l'est parfois nous-mêmes. Mais donc, on a ces conditions de travail et ce bien-être. C'est très difficile de se prononcer parce que dans beaucoup de secteurs, il y a des particularités. Mais je pense que la première des choses est de se dire et de voir, et on revient là-dessus, je pense que on n'y arrivera pas autrement. C'est à partir du moment où les gens se lèvent le matin pour aller travailler des heures et des heures durant, et que lorsqu'ils rentrent chez eux, au-delà d'être émancipés sur ce qu'ils font et sur la vision sociale qu'ils ont, si ça ne les détruit pas physiquement, il faut au moins qu'ils aient de quoi remplir leur frigo et assurer leur avenir de demain. Ça, c'est la première chose. Tant qu'ils n'ont pas ça, ces gens vont continuer à s'abîmer la santé pour être debout demain, quitte à être malade du travail dans 2 semaines. Mais surtout, s'il y a des enfants et des gens et des personnes à charge, et là je prends à charge dans le terme lourd du terme, je dis vraiment à charge parce que des enfants c'est une charge, et c'est normal parce qu'on doit les éduquer, etc. Et toute autre personne auquel qu'il faudrait aider et subvenir aux besoins. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut maintenir un système, justement, on voit qu'il y a eu le gel des salaires, on oublie tout ça. Le gel des salaires, il y a déjà maintenant plus de 20 ans. Ça veut dire qu'on a toujours une indexation, on a toujours des salaires à l'intérieur de barèmes qui évoluent, mais des barèmes qui, eux, n'évoluent plus, qui ne sont plus remis à table, et on se dit, tiens, que fait-on avec ça? Et donc là, c'est déjà des premières questions que l'on peut se poser. Après, par secteur, il y a des choses à faire pour les conditions de travail, et personnellement, et donc là, je mets un peu ma casquette de cette fois-ci de citoyen, j'enlève un peu celle de chercheur, je me mouille un peu ici. Personnellement, je prônerais avec une telle production de richesse depuis 40 ans, depuis 20 ans, un gel des salaires, alors que la productivité marginale de travailleurs, ça veut dire que ce que le travailleur produit dans l'économie aujourd'hui est supérieur de sa productivité, hein, ce qu'il fait, chaque petite pièce dans une usine, aujourd'hui il fait 20 pièces, et il y a 20 ans, il en faisait 17 ou 18. Eh bien aujourd'hui, on continue à avoir gelé les salaires, à vivre dans une logique où ce qui est rendu aux travailleurs ne correspond plus en réalité à cette productivité qui, elle, a augmenté.
Et donc, tant qu'on ne va pas resocialiser une partie au moins, et là c'est un discours social-démocrate, de compromis, de tout ce qu'on peut, pour rester là-dessus, on est bien d'accord, tant qu'on ne va pas resocialiser en partie cela, on va continuer là à avoir des soucis en termes de bien-être et de conditions de travail. Donc, de deux choses l'une, soit on maintient des salaires, on s'assure que on enlève peut-être ce gel de salaire, ou alors on le négocie, mais surtout on diminue le temps de travail et on le répartit. Une vraie. Alors, et ici, je dirais même pas, moi je vais faire une petite différence, pas une répartition du temps de travail, mais une distribution. Je prends un exemple d'un jeu de cartes. Lorsqu'on peut répartir les cartes, si on est 4 à table, on peut très bien répartir les 52 cartes du jeu en donnant à 3 joueurs de manière inégale, et il y a un quatrième qui n'en a pas. Une distribution, ça implique que tout le monde en reçoit lorsqu'on joue aux cartes. Si vous distribuez des cartes, ok, c'est pas répartir. Moi, je ferai la différence que je ferai là. Et donc, je parle non pas d'une répartition du temps de travail, mais d'une véritable distribution. Ça implique plein de choses, la formation, et en pénurie, je sais. Mais tant qu'on ne réfléchira pas dans un sens comme celui-là, c'est clair qu'on aura toujours des métiers en pénurie de 1 et de 2, des charges de travail qui augmentent, dont les conditions sont difficiles pour ceux qui restent au boulot, et en plus en font d'autres à côté pour survivre, donc ils s'abîment la santé, et d'autres qui vont continuer à ne pas en avoir. Et à être cette espèce de coût ou de charge qui coûte un pognon de dingue à cette société, avec cette vieille de l'oisiveté de celui qui se complaît dans les allocations sociales. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance jusque-là, j'ai 33 ans, je n'ai jamais eu recours aux allocations sociales parce que j'ai eu beaucoup de chance et des parents qui m'ont offert plein de choses et un système, jusque-là, j'ai vraiment du bol. Je veux dire, mais je ne connais pas autour de moi, et j'en connais des gens qui se satisfont tout à fait de leur situation, sauf par dépit, de vivre avec des allocations sociales et qui n'ont pas envie, revenir là-dessus, de participer à l'effort de production du bien commun. Il y en a très peu. S'ils n'ont pas envie de le faire, c'est parce qu'ils savent que le rapport coût-bénéfice dans lequel ils vont s'engager pour le faire va leur faire encore plus mal au dos et va leur coûter encore plus d'argent. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir, mais c'est très spécifique. Et puis sur l'émancipation du travail, en lui-même, ben là je rejoins ce que mes collègues ont dit sur la nécessité de la démocratie en entreprise. Je dirais tout de même une chose, c'est qu'il est important, mais on ne va pas en parler beaucoup parce que j'ai déjà pris ma part de parole ici, mais il faut arrêter de... Je trouve qu'on est dans il y a un discours paradoxal pour le moment. C'est-à-dire que dans beaucoup de théories politiques, je vois une volonté de faire comme si aujourd'hui les clivages politiques, même s'ils ont évolué, n'existaient plus. Qu'on avait une possibilité de transcendance à travers les clivages gauche, droite. Oui, mais est-ce que l'écologie, c'est à gauche ou à droite? Oh, ça transcende cela, bien évidemment. L'entreprise, les enjeux de l'entreprise sont au-delà de ça. Eh bien, non, pas spécialement. Revenons sur les clivages, dans les théories politiques, dans les idées et dans les entreprises. Par contre, si on ne va pas dans la transcendance, ça ne veut pas dire qu'il faut opposer les gens. La démocratie, c'est une fois que chacun a posé ses idées et qu'elles sont claires, eh bien, c'est de se mettre autour de la table à plusieurs, parce qu'il y a plusieurs idées. Et à un moment donné, dans la démocratie, eh bien, il faut qu'une majorité adhère à un choix et qu'on ait au moins la possibilité, et ça, au sein des entreprises, c'est très important. Et même au sein du service public, quelque part, attention, je le dis également, je veux dire, il faut pouvoir discuter de ses avis. OK? Donc, c'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord avec quelque chose du moment qu'on en a débattu et que ça reste dans une proportion du raisonnable et que ça semble être d'un intérêt commun et général qui se dégage, eh bien, on peut à ce moment-là faire, non pas le deuil de son avis, mais de se dire que momentanément, on le met de côté et puis on continuera à militer, à le faire promouvoir et peut-être qu'un jour, dans 30 ans, ça changera. Mais donc, la démocratie dans l'entreprise et dans le service public et dans notre société ne doit pas passer, sinon c'est très violent, par la transcendance, si vous voulez, de ces soi-disant clivages. On ne peut pas être tous d'accord, c'est faux, mais on peut tomber d'accord sur un ensemble de points. Donc, je suis plutôt en démocratie pour des alliances strictes sur un projet construit que sur une sorte de convergence ultime des luttes où on serait tous d'accord et où la vie en démocratie serait un package non négociable, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été clair, je n'ai pas le temps d'éclaircir, mais voilà. Voilà, donc on a abordé évidemment, tu l'as abordé, mais Olivier et Oriane aussi, la question de la démocratie dans l'entreprise, mais la question aussi des pénuries actuelles, des pénuries, des manques de moyens structurels. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je reviens malheureusement au momentum qui nous occupe pour le moment. On voit qu'il y a un appel au bénévolat massif, on voit qu'il y a un appel au volontariat. Alors, est-ce que c'est tactique, est-ce que c'est stratégique, est-ce que c'est utile?
utile, oui, on peut l'imaginer pour venir soutenir des métiers qui sont épuisés pour le moment avec cette deuxième vague, mais quelque part, ça questionne aussi la disqualification des personnes qui travaillent sur le terrain depuis des années et qu'on a à un moment donné, balbotté dans des conditions de travail extrêmement pénibles. Et donc, cet appel au bénévolat, je vais vous demander de réagir là-dessus, et quelque part, en filigrane aussi, le regard sur les nouvelles formes d'exploitation à l'heure actuelle, on l'a évoqué, hein, donc ces plateformes collaboratives, l'auto-entrepreneuriat, les gens qui recourent de plus en plus à l'ubérisation, parce qu'il n'y a plus que ça qui leur permettent évidemment, à un moment donné, d'avoir une rentrée pécuniaire. Tout ça montre que finalement, on est un peu, je disais tout à l'heure, dans une sauvagerie du marché de l'emploi qui est conditionné évidemment par une doxa qui est la doxa coupole, où tout le monde doit se bagarrer dans l'arène pour essayer de se démerder. Qu'est-ce que vous auriez comme regard sur ces nouvelles formes d'exploitation et aussi quelque part la critique que vous auriez à faire sur cet appel au bénévolat qui vient de l'État? Et donc, on sent que ce n'est pas du volontariat vraiment comme on pourrait l'entendre sur le plan idéal, c'est-à-dire quelqu'un qui décide voilà, de lui-même de se mettre en projet par rapport à une distribution de colis alimentaires à côté de chez lui ou d'autres formes de volontariat. Je vais vous demander de répondre en 3-4 minutes chacun. Olivier? Oui. Donc, tu posais la question de savoir si c'était stratégique, si c'était voulu, si c'était même conscient. Moi, je n'en suis pas persuadé. Je reste sur ma ligne. Je pense que c'est plus du domaine du réflexe pavlovien, parce qu'on est toujours dans ce logiciel et toutes ces méthodes-là, donc ubérisation, etc., ce sont les dernières pièces du démantèlement du droit du travail. Et donc, c'est une sorte de réflexe pavlovien qui vient et qui allez, j'exagère un peu, mais donc pour faire des actes infirmiers, on prend un facteur qui passe et qui trouve une seringue dans la rue, on dit oh ben, toi tu feras le boulot. Je caricature évidemment. Bon, ça c'est une chose. Et donc tout ça, pour moi, ça n'est pas nécessairement voulu. C'est la doxa qui veut que ça fonctionne comme ça. Et donc je réinsiste et je rebondis sur ce que Quentin disait. Ben, par rapport à ça, il est important et opportun de redévelopper un discours offensif en disant, par exemple, il y a eu 20 ans de gel des salaires, it's payback time, on le récupère, on le veut ici et maintenant, et pour éviter de nourrir inutilement les mannes de la consommation, etc., on peut envisager, par exemple, d'augmenter le salaire minimum, parce que c'est un véritable enjeu. Il y a des gens qui travaillent pour 9 € de l'heure en Belgique, c'est comment peut-on vivre avec ça? C'est plutôt de la survie plutôt qu'autre chose. On travaille sur ce biais-là et avec le reste des bénéfices produits par les travailleurs, pourquoi n'essayerait-on pas de faire procéder à une véritable réduction collective du temps de travail? Et c'est du temps gagné qui permet de donner du sens à l'existence, de pouvoir redevenir un vrai citoyen et de faire son boulot de citoyen, c'est-à-dire suivre la politique et se la réapproprier. Bon. Ce n'est pas du yaka, hein. Il y a tout un travail de reconquête de l'imaginaire, de l'hégémonie culturelle qui doit être fait, mais ça passe d'abord en mettant ces idées-là sur la place publique, en s'en emparant, en y travaillant et en les nourrissant et en se nourrissant mutuellement. Donc voilà en quelques grandes lignes ce qui pourrait être dit provisoirement. Donc finalement, tu re-questionnes aussi les droits culturels et cette question de la liberté individuelle dans le champ collectif et dans le champ du bien commun. Ben oui, c'est vraiment, à mon avis, une des perspectives, en tout cas, de changement de paradigme sur lequel il faudrait tendre. Quentin, sur la question justement de ces nouvelles formes d'exploitation, comment y répondre? Et est-ce que tu es d'accord avec Olivier quand il évoque le fait que tout ça est de l'ordre du réflexe pavlovien d'un système trop bien huilé dans son exploitation en termes effectivement de positionnement doctrinaire sur les travailleurs eux-mêmes? Alors, oui, je rejoins assez bien Olivier sur ces deux points-là, surtout sur le premier qu'il a
qu'il a abordé, enfin sur le second, pardon, sur le réflexe pavlovien, oui, on peut le dire comme ça. Je dirais assez rapidement sur le bénévolat, je vais mettre une petite touche positive. Je vais dire que là, on est quand même sur une crise qu'on n'a jamais vécue auparavant et qu'il me semble encore, voilà, pourtant moi je ne suis pas croyant, mais allez, je me dis qu'au fond de moi, c'est bien, les gens ont encore, même si c'est un appel de l'État. D'accord? Bon, est-ce qu'on n'aurait pas critiqué l'État s'il ne l'avait pas fait, par exemple, aussi dans sa fonction première d'intérêt général? Je dirais que je suis encore un peu rassuré dans ma chaleur humaine et dans ce que je pense être l'humanité, de se dire qu'il y a encore des gens, s'ils ont un peu de temps, qui sont à même, dans une crise comme celle-ci, on n'a encore jamais vu, il faut bien le dire, d'aller donner un coup de main. Par contre, je rejoins Olivier sur le fait qu'il ne faut pas, et un peu en tout à l'heure, il ne faudrait pas que cela devienne un palliatif tel qu'on en voit dans des sociétés qui sont un peu perdues sur leur modèle de sécurité sociale, un peu en déliquescence, et ça ne doit pas devenir un nouveau palliatif. Ce serait une nouvelle forme de précarisation de l'emploi qui ne nous ferait que courir vers des formes d'ubérisation de tout un autre pan là-dessus. Oriane peut-être ne sera pas d'accord avec moi, mais selon moi, ce serait une brèche ouverte vers une sorte alors que devient le volontariat, le bénévolat, on va trahir sa forme, je dirais, qui a même été reconnue par jurisprudence, je crois que c'est entre 2003 et 2010, il y a eu pas mal de choses. On a légalement reconnu le volontariat rémunéré et le bénévolat, mais je ne suis pas juriste, hein, donc j'ai juste ça en tête. Et dans l'esprit de cette jurisprudence, on n'en est pas du tout là, hein. On est vraiment sur quelque chose qui doit venir de la personne pour une mission d'intérêt général, etc. Donc je dirais que chaleureusement, ça peut être bien, mais pour le reste, ça ne doit pas devenir un palliatif. Et puis enfin, pour revenir, je vais dire pour l'ubérisation, le type d'emploi précarisé, qui se précarise, etc. Moi, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure et je vais un peu ici prendre l'exemple de mes recherches et de donner un peu mon avis là-dessus après avoir fait quelques recherches dessus. J'ai envie de dire aujourd'hui, on a un peu deux solutions maintenant. C'est soit on se dit c'est le tout au marché, mais il faut aider les gens. Si c'est le tout au marché et qu'on remarchandise toute une partie des emplois, que ce soit public, de la santé ou tout un autre pan de secteurs qui ne sont pas encore tout à fait laissés au marché, hein, d'accord? Donc, soit on remarchandise tout ça, et alors on a une logique de justice sociale type très libérale qui viendrait par exemple avec un revenu de base pour tous. Et les gens sont plus forts face à l'employeur parce qu'ils ont les moyens, c'est un discours qui est tenu, hein, parce qu'ils ont des moyens de refuser certains emplois qui ne seraient pas assez hauts. Okay, et alors là, on assiste à quoi? Une logique de répartition du travail sur base volontaire. Ça veut dire que moi, évidemment, avec mon salaire, qui n'est pas mirobolant, mais qui est largement confortable, je suis au-dessus du salaire médian et salaire moyen à Charleroi, la région où j'habite. Donc, moi, avec mon salaire, je peux très bien, avec entre 600 et 800 euros, me dire, oh oui, moi, je vais bosser à 4/5e ou à mi-temps. Moi, je vais survivre comme ça. Et effectivement, moi, je vais me mettre à peindre, à faire mon potager, mon jardin, ou aller faire plus de sport. Certes, mais ce ne sera pas le cas d'une partie des travailleurs. Certains n'auront pas accès à des emplois autres, justement, que des emplois qui auront été précarisés et ubérisés dans ce qu'on appelle. Et alors, ceux-là, que font-ils? Ils vont travailler peut-être, du coup, plus 40, mais toujours 30 heures semaine, peut-être dans des conditions bien plus déplorables qu'avant, et pour ne plus gagner que peut-être la moitié de ce qu'ils gagnaient avant et qui était déjà précaire. Et donc, du coup, ils se retrouveraient, au lieu d'avoir des compléments Uber et un petit travail aujourd'hui, à survivre avec entre 1100 et 1400 euros, parce que ça reste scabreux au-delà d'accord, avec ce genre de flexi-job qui s'accumulent, d'accord, ou de job précaires. Alors, ils se retrouveraient avec 600 ou 700 euros de base et 600 ou 700 euros pour 30 heures de travail, dans les mêmes conditions, ou même s'ils atteignent 1500, au final, avec une exploitation d'eux-mêmes, dans des conditions de travail plus précaires et avec des réalités sociales qui ne sont pas meilleures. Donc, moi, j'ai un peu peur de cela. Parce qu'en plus, là, on est face à une répartition individuelle par des choix individuels par rapport à un marché du travail qui, alors, du coup, serait renforcé encore plus fort. Donc là, je me demande vraiment où est le choix. Un travailleur de se vendre on n'est plus dans le plein emploi ou un mineur qui quitte une ligne pour aller dans une autre, ou un sidérurgiste aller dans une autre entreprise et demander 3 euros de plus de l'heure. Hein. Ça n'existe pas. Et donc, dans un marché comme ça, aussi difficile pour les travailleurs, un marché du travail aussi strict, aussi tendu pour les travailleurs, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, notamment d'avoir ce genre de... Donc, attention à toutes ces politiques d'ubérisation, de précarisation. Voilà. Merci Quentin. Ben,
Oriane, je te confie la conclusion de cet échange. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été amenées, qui ont été des riches débats. En tout cas, je vous remercie déjà tous les trois d'avoir alimenté cette réflexion collective, cette cogitation autour d'un sujet, comme je le disais, très vaste. Mais toi, tu as quand même, dans ton champ d'activité, beaucoup travaillé sur l'analyse justement de cette nouvelle plateforme, de cette nouvelle forme finalement. Est-ce qu'on peut l'appeler exploitation ou est-ce que les gens qui en font partie se donnent quand même en se disant qu'ils ont aussi gagné finalement une légitimité? On a quand même du mal à le penser quand on voit les conditions de travail de ces boulots. Et oui, je partage complètement le diagnostic de mes collègues hein, et également aussi la plupart des pistes de perspectives et de solutions qui ont été mises sur la table. Je pense que globalement, la manière dont je formulerais, c'est que j'en appellerais une forme de reconquête citoyenne du gouvernement de l'économie. Hein, on en parlait après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce genre d'agenda qu'il faut remettre sur la table. Alors ça implique, comme disait Quentin, clairement, de repenser la redistribution, la production des richesses et de repenser la redistribution ou la distribution, j'aimais bien l'idée du temps de travail. Et alors, ça implique aussi, et ça, je pense que la crise nous a montré à quel point ce débat était nécessaire, de réfléchir ensemble à ce qu'on veut faire ensemble, à ce que sont les secteurs, les services essentiels pour une société. Au début de la crise, le gouvernement en urgence a dû déterminer quels étaient les secteurs essentiels d'une économie. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est un secteur essentiel, un service essentiel, un bien essentiel? En temps de crise, ce n'est pas la même chose qu'en temps normal, évidemment. Mais on sent bien que là, il y a un enjeu énorme. Je pense que c'était au cœur de toute notre discussion, à la fois de la détermination de ce qu'est le type d'activité qu'on veut promouvoir et aussi la manière dont on veut promouvoir le travail, dont on veut promouvoir ces activités qui sont productrices de richesse pour le commun. Et à cet égard, je voulais en terminer par une initiative qui me semble intéressante pour le citoyen. Le nouveau gouvernement fédéral a introduit dans sa déclaration de politique générale une référence à territoire zéro chômeur de longue durée. C'est une initiative qui se retrouve déjà dans les déclarations politiques régionales wallonnes et bruxelloises depuis l'année passée. Une initiative que certains acteurs veulent reprendre de France. C'est quoi? Eh bien, c'est expérimenter sur le terrain quelque chose de tout nouveau. On repère les personnes qui sont au chômage depuis un certain temps. On leur demande ce qu'ils veulent faire, à quoi ils aspirent, et on opère un matching entre leurs aspirations, leurs compétences et les besoins d'un territoire local. Et il y a évidemment, ce matching s'organise au travers d'un débat démocratique, à la fois sur ce qu'on veut faire ensemble et sur la valeur qu'on veut donner au travail. Et donc, je trouve que c'est ce genre d'initiative, c'est vraiment sur le terrain, avec le savoir des acteurs, qu'il faut aller chercher les pistes de solutions pour relever les défis qui nous font face. Eh bien, merci. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu à la fois de l'analyse, il y a eu des constats, mais il y a aussi des propositions, des réflexions qui nous pousseront, à mon avis, à aller les uns et les autres découvrir un peu vos champs de recherche et vos productions respectives. En tout cas, je vous remercie vraiment pour cet échange. Il a été très intéressant. Bonne continuation et protégez-vous bien. Et pour toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir, on se donne rendez-vous pour un prochain débat. Merci de suivre l'actualité de Picardie Laïque et toutes nos activités, à la fois culturelles et à la fois d'éducation permanente. Le débat, on le lance et après, vous le continuez vous-même parce que je pense que c'est aussi, comme le disait tout à l'heure Olivier, la nécessité de se réapproprier les questions à la fois politiques et sociales. Je pense que dans la société dans laquelle on est, et plus que jamais, je crois que nous sommes nos propres guides, en tout cas, et avoir besoin effectivement de se reconnecter aux autres pour réfléchir ensemble. Je pense que c'est fondamental. Merci en tout cas pour ce moment, et c'était vraiment avec beaucoup de joie que j'ai animé cette soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.